Il y a 3 ans, le millionnaire vivait paralysé et abandonné, jusqu'à ce que la petite fille de la femme de ménage fasse l'impensable. Abonnez-vous à la chaîne et commentez d'où vous regardez. Le soleil de l'après-midi frappait impitoyablement les vitres du Penthouse à Montmartre, créant des reflets dorés qui dansaient sur les murs vides. Antoine Moreau restait immobile dans son fauteuil roulant, contemplant Paris qui s'étendait devant lui comme une toile floue. À 55 ans, l'architecte renommé qui avait déjà transformé le paysage urbain de 3 continents peinait maintenant à soulever une tasse de café sans que ses mains tremblent. « Monsieur Antoine, le déjeuner est servi », annonça Marina, l'aide-soignante, sa voix douce perçant le silence lourd qui dominait l'appartement. Elle observait son patron depuis 3 ans et connaissait chaque nuance de son humeur. Aujourd'hui, comme au cours des derniers 1800 jours, il affichait la même expression de quelqu'un qui avait renoncé à vivre. Marina Santos, 40 ans, cheveux bruns toujours attachés en un chignon pratique, portait sur son visage les marques de celles qui ont mené des batailles silencieuses. Née à Nice, elle était arrivée à Paris avec des rêves d'une vie meilleure pour sa fille Camille. L'appartement où elle travaillait était un univers lointain de sa réalité. 3 étages de luxe au cœur de Montmartre, avec vue panoramique sur la Seine et des finitions qui coûtaient plus que ce qu'elle gagnerait en une décennie. « Je n'ai pas faim », grogna Antoine, sans détourner le regard de la fenêtre. Sa voix portait le poids de quelqu'un qui avait perdu bien plus que les mouvements de ses jambes. L'AVC, qu'il avait frappé 5 ans auparavant, avait non seulement limité son corps, il avait détruit son âme. Un homme qui avait consacré sa vie à créer des espaces où d'autres pouvaient rêver vivait maintenant emprisonné dans sa propre maison. Le penthouse reflétait parfaitement l'état d'esprit de son propriétaire. Autrefois, scène de rencontres culturelles, de dîners raffinés et de discussions passionnées sur l'architecture, l'espace respirait maintenant l'abandon. Les étagères de livres accumulaient la poussière, les plantes du balcon dépérissaient oubliées, et le piano de Cauda restait couvert d'un tissu blanc, comme un fantôme de temps meilleur. « Monsieur, vous devez vous alimenter », insista Marina, s'approchant avec délicatesse. Elle connaissait bien ce jeu quotidien de résistance. Antoine testait constamment les limites de ceux qui s'approchaient, comme s'il voulait confirmer que, tôt ou tard, tous l'abandonneraient. « J'ai préparé ce coq au vin que vous aimiez tant. »« J'aimais, » répéta-t-il, tournant enfin le visage dans sa direction. Ses yeux bleus, autrefois brillants de créativité, semblaient maintenant 2 flaques d'eau troubles. « C'est le mot-clé, n'est-ce pas, Marina ? J'aimais faire beaucoup de choses, j'aimais marcher, j'aimais créer, j'aimais importer pour quelqu'un. » Marina ressentit le poids familier de la mélancolie qui émanait de lui. 3 ans à s'occuper d'Antoine lui avaient appris qu'il y avait derrière la froideur et l'entêtement un homme profondément blessé. Elle savait que ses enfants venaient rarement le voir, que son neveu n'apparaissait que pour discuter affaires, de la solitude qui le consumait comme un cancer silencieux. « Vous comptez encore, dit-elle, rangeant les médicaments sur la table d'appoint. Vos œuvres continuent d'inspirer des architectes dans le monde entier. J'ai lu dans un magazine que le centre culturel que vous avez conçu à Lyon a remporté un nouveau prix international. »« Fantôme du passé », murmura Antoine, ajustant la couverture sur ses jambes. « À quoi bon créer de la beauté si vous ne pouvez plus l'expérimenter? À quoi bon concevoir des espaces de convivialité quand vous vivez isolé du monde ?» L'appartement amplifiait sa solitude. Au premier étage, le bureau conservait les maquettes de ses projets les plus célèbres, des immeubles résidentiels redéfinissant le concept de foyer, des centres culturels s'intégrant harmonieusement au paysage urbain, des projets sociaux apportant dignité aux communautés défavorisées. Chaque pièce était un fragment d'un rêve qui lui semblait maintenant appartenir à une autre personne. Marina observait les mains d'Antoine, encore élégantes malgré les tremblements, encore capable de tenir un crayon, même avec difficulté. Elle savait qu'il passait des nuits entières, éveillé,
feuilletant ses anciens carnets de croquis, comme s'il cherchait dans les pages jaunies l'homme qu'il avait été. « Monsieur Antoine, puis-je poser une question ?» Marina hésita, sachant qu'elle marchait sur un terrain dangereux. En 3 ans de coexistence, ils avaient maintenu une relation strictement professionnelle. Il payait bien, elle accomplissait ses fonctions avec dévouement, mais il dépassait rarement la barrière des politesses nécessaires. « Parlez !» dit-il, plus par politesse que par réel intérêt. « Que ressentez-vous lorsque vous regardez vos plantes là sur le balcon ? Elles sont en train de mourir, mais certaines résistent encore. » Antoine fronça les sourcils, comme si la question l'avait pris au dépourvu. Il suivit le regard de Marina jusqu'au balcon, où ces violettes rares, autrefois sa fierté et sa passion, luttaient contre l'abandon. Certaines affichaient encore des couleurs vibrantes, d'autres pendaient jaunies, toutes appelant à des soins qu'il ne pouvait plus offrir. « Je sens que je suis comme elle », admit-il après un long silence, survivant sans vraiment vivre, résistant seulement par entêtement, non par espoir. Marina ressentit une pression dans sa poitrine. C'était la première fois qu'Antoine parlait de lui-même avec une telle honnêteté. Elle pensa à Camille, sa fille de 7 ans, qui à ce moment-là était à l'école, rêvant du jour où sa mère n'aurait plus à travailler. Autant, elle pensa à ses propres rêves remis à plus tard. Le café littéraire qu'elle voulait ouvrir à Nice, les livres qu'elle aimerait lire, la vie qu'elle avait planifiée avant que les circonstances ne l'obligent à accepter ce travail si loin de chez elle. « Monsieur, » dit-elle doucement, « demain c'est samedi. Je dois amener ma fille avec moi. La voisine qui s'occupe d'elle est partie en voyage. Cela vous dérange-t-il » Antoine la regarda avec surprise. En 3 ans, Marina n'avait jamais mentionné d'aspect de sa vie personnelle. Pour lui, elle était simplement l'aide-soignante efficace qui apparaissait chaque matin et disparaissait à la fin de l'après-midi, comme une ombre nécessaire mais invisible. « Votre fille » répéta-t-il, comme s'il testait le son des mots. « Quel âge a-t-elle » 7 ans. C'est une fille tranquille. Elle ne dérangera pas. Elle apporte des livres. Reste tranquille. « Je ne dérange pas, » dit Antoine, se surprenant lui-même. « Cela fait longtemps que cette maison n'a pas entendu de voix jeune. » Camille acquiesça, ramassant le plateau du déjeuner intact. En se dirigeant vers la cuisine, elle ne pouvait imaginer que ce petit changement dans la routine serait le premier pas d'une transformation qui sauverait 2 vies, la sienne et celle de l'homme solitaire qui refusait de croire qu'il pouvait encore s'épanouir. Dehors, Nice pulsait de son énergie caractéristique. Mais à l'intérieur du silence de l'appartement, 2 cœurs blessés se préparaient, sans le savoir, à une rencontre qui changerait tout. Le samedi se leva avec cette chaleur humide typique de Nice en mars. Camille arriva plus tôt que d'habitude, portant un sac coloré et tenant la main d'une petite fille aux cheveux châtains bouclés qui s'échappait de 2 tresses désordonnées. Camille Moreau regardait tout avec des yeux écarquillés, comme si elle foulait un monde complètement nouveau. « Maman, c'est ici que tu travailles ?» demanda la petite d'une voix basse, impressionnée par le hall en marbre et les miroirs dorés du bâtiment. Sa voix portait l'accent doux de Nice, hérité des conversations nocturnes avec sa mère sur leur terre natale qu'elle peinait à se rappeler. « Oui, mon amour, tu te souviens de ce que nous avons discuté ? Tu vas rester bien tranquille, sans toucher aux affaires de monsieur Antoine, » conseilla Camille, ajustant le sac à dos rose de sa fille. À l'intérieur, il y avait 3 livres de la bibliothèque de l'école, un carnet de dessins et une boîte de crayons de couleur déjà bien usée. En entrant dans l'appartement, Camille lâcha un « waouh » presque inaudible. L'appartement semblait être un musée à ses yeux d'enfant. Au plafond, œuvres d'art au mur, meubles qui semblaient sortis d'un magazine. Mais ce qui attira le plus son attention fut le silence. Un type de calme qu'elle n'avait jamais expérimenté dans sa vie d'appartement petits et bruyants. Antoine était dans sa position habituelle près de la fenêtre du salon, observant le mouvement matinal de la ville. Lorsqu'il entendit des pas différents, plus légers, plus hésitants, il tourna lentement, son fauteuil roulant.
Ses yeux rencontrèrent une petite fille qui l'observait avec curiosité, sans peur, mais avec un respect naturel. « Bonjour, monsieur », dit Camille, faisant une petite révérence que sa mère lui avait apprise dans l'ascenseur. Ces mots sortirent clairs, polis, avec une formalité touchante venant de quelqu'un d'aussi jeune. « Bonjour », répondit Antoine, sa voix plus douce que d'habitude. Il y avait quelque chose dans la présence de l'enfant qui le désarmait. Peut-être était-ce la sincérité de son regard, peut-être l'absence de pitié ou d'inconfort qu'il voyait généralement sur les visages des adultes lorsqu'ils le croisaient dans son fauteuil. Camille observait l'interaction avec nervosité. En 3 ans, elle n'avait jamais vu Antoine interagir avec des enfants. Il était connu pour sa sévérité, son manque de patience pour les conversations banales. Comment réagirait-il à la présence spontanée d'une enfant de 7 ans ? « Camille, viens avec moi à la cuisine pendant que je prépare le café », dit Camille, tendant la main à sa fille. Mais Camille avait remarqué quelque chose qui avait complètement capté son attention. À travers la porte entrebâillée menant à la salle d'études, elle aperçut des étagères remplies de livres du sol au plafond. Ses yeux brillèrent d'excitation, celle d'une véritable amoureuse de la lecture. « Monsieur Antoine », demanda-t-elle, restant debout au même endroit, « ce sont tous vos livres ?» Camille sentit son cœur s'accélérer. Elle connaissait sa fille et sa passion irrépressible pour les histoires. Camille avait appris à lire à 5 ans et depuis, elle dévorait tout texte qu'elle trouvait, étiquettes de produits, panneaux de rue, vieux journaux. « Oui », répondit Antoine, intrigué par l'intérêt de la petite. « Pourquoi veux-tu savoir ?»« J'adore les livres, » dit Camille, avec un sourire timide mais sincère. « À l'école, j'ai déjà lu tous ceux de la bibliothèque de ma classe. Là, tante Marisa a dit que je lis comme une grande. » Pour la première fois en moi, Antoine esquissa quelque chose qui ressemblait à un sourire. Il y avait quelque chose de rafraîchissant dans l'honnêteté enfantine, dans la façon dont elle parlait des livres avec le même enthousiasme que d'autres enfants parlaient de jouets. « Tu sais vraiment lire ou tu fais semblant ?» demanda-t-il, une pointe de son ancienne ironie apparaissant dans sa voix. « Je sais vraiment lire !» protesta Camille, légèrement offensée. « Veux-tu que je lise quelque chose pour prouver ?» Camille s'approcha, prête à intervenir, mais Antoine fit un geste de la main indiquant que tout allait bien. « D'accord, dit-il, va jusqu'à cette étagère et prends n'importe quel livre, mais fais attention, certains sont très lourds. » Camille courut pratiquement jusqu'à la salle d'études, ses yeux parcourant les dos colorés avec révérence. Elle choisit un volume de taille moyenne, avec une couverture verte décolorée, et revint auprès d'Antoine. C'était un livre sur la botanique française, avec des illustrations détaillées de plantes natives. La flore de la Côte d'Azur et des Alpes, lut-elle soigneusement, prononçant chaque syllabe, étude comparative des espèces endémiques et leur adaptation aux différents biomes français. Antoine écarquilla les yeux. La petite ne se contentait pas de lire des mots complexes, elle semblait comprendre ce qu'elle lisait. « Très bien, » admit-il, impressionné. « Et tu comprends ce que cela signifie ?» Camille ouvrit le livre à une page avec l'illustration d'une violette et dorée. « Ce dessin ressemble exactement à ces plantes là-bas, sur le balcon de monsieur, » dit-elle, pointant vers la porte qui menait à la terrasse. « Sauf que celle du dessin semble plus vivante. » Les mots de la petite frappèrent Antoine comme un coup de poing dans l'estomac. Elle avait remarqué en quelques minutes ce qu'il essayait d'ignorer depuis des années. Ces violettes étaient en train de mourir, dépérissant par manque de soins qu'il ne pouvait plus donner. Camille observait la scène avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Fierté de voir comment Camille impressionnait même un homme aussi cultivé qu'Antoine. Inquiétude parce qu'elle connaissait sa fille et savait qu'elle ne pouvait pas rester tranquille lorsque quelque chose éveillait sa curiosité. « Puis-je voir les plantes de près ?» demanda Camille, déjà en train de marcher vers le balcon, avant même de recevoir la permission. « Camille, reviens ici !» réprimanda Marianne, mais Antoine l'interrompit. « Laisse-la aller !» dit-il, manœuvrant son
Fauteuil roulant pour suivre la fillette. Cela fait longtemps que personne ne s'intéresse à ces plantes. La terrasse du penthouse était un spectacle d'abandon. Ce qui avait autrefois été un jardin suspendu, soigneusement planifié, abritait maintenant des pots desséchés, des feuilles jaunies éparpillées sur le sol et des violettes qui survivaient plus par obstination que par soin. Mais Camille ne voyait pas l'abandon. Elle voyait des possibilités. « Elles ont soif », diagnostiqua-t-elle avec le sérieux d'une botaniste expérimentée. Ma grand-mère à Nice disait toujours qu'une plante flétrie est une plante qui demande de l'affection. Ta grand-mère s'y connaissait en plantes. Demanda Antoine, se plaçant à côté de la fillette qui s'était agenouillée pour examiner une violette particulièrement affaiblie. Oui, elle avait un jardin plein de fleurs. Avant de mourir, elle m'a appris que chaque plante a une histoire à raconter, mais seuls ceux qui prennent soin avec amour peuvent l'entendre. Marianne sentit ses yeux s'humidifier. Camille parlait de son arrière-grand-mère avec une nostalgie que Marianne portait elle-même. La matriarche de la famille avait été la raison pour laquelle Marianne avait développé son amour pour la littérature et la nature, des rêves qu'elle avait dû mettre de côté lorsqu'elle s'était retrouvée seule à élever une fille. Antoine regarda la fillette accroupie près de ses plantes mourantes et ressentit quelque chose se remuer dans sa poitrine, une sensation oubliée depuis si longtemps qu'il ne la reconnut presque pas. C'était de l'espoir, mêlé de honte. Espoir parce que quelqu'un, voyait de la beauté là où il ne voyait que l'échec. Honte parce qu'une enfant de 7 ans faisait preuve de plus de courage et d'optimisme que lui, un homme adulte. « Monsieur Antoine, » dit Camille, se levant et essuyant ses mains sur sa petite robe bleue, « si vous le permettez, je peux vous aider à en prendre soin. Je promets que je ferai très attention. » La question flottait dans l'air comme un pont entre deux mondes, le monde de l'abandon dans lequel Antoine vivait et le monde de possibilités que représentait Camille. Et pour la première fois en 5 ans, Antoine Moreau dit oui à quelque chose de nouveau. Les semaines qui suivirent apportèrent une routine inattendue au penthouse silencieux. Chaque samedi, Camille arrivait avec son sac à dos coloré et ses yeux brillants d'attente. Pendant que Marianne organisait la maison, la fillette avait pris une mission auto-imposée, ressusciter le jardin abandonné d'Antoine. « Monsieur Antoine, la dame du premier étage m'a donné ses graines de tournesol », annonça Camille un matin d'avril, montrant une petite enveloppe en papier kraft. Elle a dit qu'elles poussent même en pot, tant qu'elles ont beaucoup de soleil. Antoine observait les petites mains de la fillette tenant les graines avec révérence. Au cours des 3 dernières semaines, il avait été témoin d'une transformation subtile mais constante sur sa terrasse. Camille arrivait toujours avec quelque chose de nouveau, un vaporisateur emprunté à la voisine, de la terre riche qu'elle avait obtenue du concierge de l'immeuble, et même des vers de terre qu'elle avait cachés dans une petite boîte à chaussures. « D'où tires-tu tant d'idées sur les plantes ?» demanda-t-il sincèrement curieux. Chaque samedi, la fillette le surprenait avec des connaissances qui semblaient très avancées pour son âge. « Je lis tes livres », avoua Camille, rougissant, « ceux de l'étagère du bas. Maman a dit que je pouvais lire, tant que je faisais attention. » Marianne, qui rangeait les médicaments sur la table voisine, intervint. « Camille, tu ne peux pas toucher aux affaires de monsieur Antoine sans permission. »« Mais maman, il a dit que je pouvais prendre les livres, » protesta la fillette, cherchant le soutien d'Antoine. « C'est vrai, » confirma-t-il, surprenant Marianne. « Elle peut lire ce qu'elle veut. Cela fait longtemps que ces livres ne servent plus à rien. » Camille sourit victorieusement et courut vers l'étagère, revenant avec un carnet en cuir marron, bien différent des livres qu'elle avait l'habitude de prendre. « Mais celui-ci est le plus intéressant de tous, » dit-elle, l'ouvrant à une page marquée par une feuille sèche de violette. Antoine sentit son sang se glacer. Il connaissait parfaitement ce carnet. C'était son journal personnel de projets et de réflexions, qu'il pensait être en sécurité dans son bureau. Comment la fillette avait-elle pu le trouver? « Camille, où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il, essayant de garder une voix calme. «
C'était entre les livres de plantes bien cachés, expliqua-t-elle innocemment. Je pensais que c'était un autre livre sur les jardins, mais j'ai vu qu'il y avait des dessins de plantes mélangés avec des poèmes. Marianne s'approcha, inquiète de l'expression tendue d'Antoine. Elle ne l'avait jamais vu aussi pâle depuis le jour où son neveu était venu avec des documents sur une mise sous tutelle. « Camille, rends ce carnet tout de suite, » dit Marianne, tendant la main. Mais Antoine fit un geste pour qu'elle s'arrête. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il prit le carnet des mains de Camille. C'était un fragment de son âme qu'il pensait mort et enterré, des pages où il déversait ses pensées sur l'architecture, la nature et la vie pendant les années qui avaient précédé son accident. « Tu as lu ?» demanda-t-il, sa voix presque un murmure. « Oui, » admit Camille, sans réaliser la tension dans l'air. « Il y a un poème sur les violettes qui est magnifique. C'est sur la façon dont elles gardent l'eau de pluie dans leur cœur et la partagent avec d'autres plantes quand la sécheresse arrive. Puis-je le réciter ?» Antoine hocha la tête, incapable de parler. Marianne observait la scène avec une inquiétude croissante, ne comprenant pas complètement ce qui se passait, mais réalisant que quelque chose de très intime était exposé. Camille se racla la gorge et commença à réciter avec le sérieux d'une petite actrice. « Violette de mon jardin, qui garde les pluies dans le cœur, enseigne-moi ton secret de vivre sans hâte. Tu ne crains pas la sécheresse sévère, ni le soleil qui brûle fort, car tu sais que l'eau gardée est espoir contre la mort. » Les mots qu'il avait écrits 5 ans plus tôt, lors d'une nuit d'insomnie avant l'AVC, résonnaient maintenant dans la pièce avec la voix cristalline d'une enfant. Antoine ferma les yeux, ressentant un mélange de honte et d'émotion qu'il ne pouvait pas contrôler. « C'est un poème très beau, » continua Camille. « Maman dit toujours que ceux qui écrivent ainsi ont un cœur très grand. Pourquoi avez-vous arrêté d'écrire ?» La question innocente frappa Antoine comme une flèche précise. Comment expliquer à un enfant qu'il avait cessé d'écrire, de rêver, de vivre, le jour où il s'était réveillé dans un lit d'hôpital et avait découvert qu'il ne pouvait plus bouger ses jambes? Parfois, les gens arrêtent de faire des choses qu'ils aiment quand ils sont fatigués, répondit-il, choisissant ses mots avec soin. Mais maman est toujours fatiguée et elle n'arrête jamais de lire, observa Camille avec la logique implacable des enfants. Elle lit la nuit, après que je m'endors. Parfois, je fais semblant de dormir et je la vois lire en cachette dans la salle de bain pour ne pas gaspiller l'énergie de la chambre. Marianne sentit son visage brûler de honte. Elle n'imaginait pas que sa fille avait découvert ces moments secrets de lecture, les seuls instants où elle pouvait se reconnecter avec la femme qu'elle rêvait d'être avant que les responsabilités ne la transforment en simple aide-soignante et mère. « Ta mère aime lire ?» demanda Antoine, regardant Marianne avec un intérêt renouvelé. « Elle a un diplôme en lettres, » dit Camille avec fierté. « Elle voulait être professeure, mais je suis né et elle a dû travailler dans d'autres domaines. Mais elle a encore tous les livres de la fac. Parfois, elle me raconte des histoires qu'elle a inventées dans sa tête. » Marianne était mortifiée. En 3 ans de travail, elle avait maintenu sa vie personnelle complètement séparée de sa vie professionnelle. Antoine ne la connaissait que comme l'aide-soignante efficace et discrète. Maintenant, à travers les mots innocents de sa fille, il découvrait qu'elle avait des rêves, une formation, une vie intérieure riche qu'elle cachait soigneusement. « Lettre », répéta Antoine, traitant l'information. « Pourquoi ne l'as-tu jamais mentionné ?»« Je ne pensais pas que c'était pertinent pour le travail, » répondit Marianne, gênée. « Ma fonction ici est de m'occuper de vous, pas de parler de moi. »« Mais c'est très pertinent, » dit Camille, ne comprenant pas la tension entre les adultes. Maman s'y connaît aussi en plantes. Elle a suivi un cours de jardinage avant ma naissance. C'est elle qui m'a appris tout ce que je sais sur les violettes. Antoine regarda Marianne avec une expression complètement nouvelle. Pendant 3 ans,
Il avait côtoyé une femme diplômée en lettres, avec des connaissances en jardinage, qui lisait en cachette dans la salle de bain pour ne pas gaspiller d'électricité et élevait seule une fille brillante et curieuse. Comment avait-il pu être si aveugle? « Marianne, dit-il lentement, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu t'y connaissais en plantes? Parce que ce n'était pas ce pourquoi j'ai été engagée, répondit-elle, encore mal à l'aise avec cette exposition. J'ai été engagée pour m'occuper de la maison et de vous. Le reste de ma vie n'a pas d'importance. Ça a de l'importance, dit Camille catégoriquement. Tout a de l'importance. Maman dit toujours que chaque personne porte un monde entier en elle et qu'il est triste lorsque ce monde reste caché. Antoine regarda le carnet dans ses mains, puis les violettes sur le balcon qui commençaient à montrer des signes de récupération, et enfin Marianne qui évitait son regard avec détermination. Pour une première fois depuis des années, il commença à comprendre qu'il n'était peut-être pas le seul dans l'appartement à avoir gardé des rêves et des talents dans un tiroir fermé, et que peut-être, juste peut-être, il était temps pour eux tous de recommencer à croire qu'il y avait encore du temps pour s'épanouir. Le mois de mai apporta avec lui les premières pluies de l'automne parisien, et avec elles, une découverte qui changerait définitivement la dynamique de l'appartement. C'était un samedi pluvieux lorsque Camille, explorant la bibliothèque avec plus de liberté, trouva une boîte en bois cachée derrière des volumes d'architecture paysagère. « Monsieur Antoine, que contient cette boîte ?» demanda-t-elle, luttant pour la porter jusqu'au salon où il lisait le journal, accompagné du son de la pluie frappant les fenêtres. Antoine regarda la boîte et sentit une pression dans sa poitrine. C'était là qu'il gardait ses projets les plus personnels, ceux qui n'avaient jamais été réalisés, mais qui représentaient ses rêves les plus intimes de transformer le monde à travers l'architecture. « Ce sont des projets anciens, » dit-il hésitant, « des choses qui n'ont jamais quitté le papier. » Marianne observait depuis la cuisine où elle préparait le déjeuner. Au cours des dernières semaines, elle avait remarqué des changements subtils mais significatifs chez Antoine. Il parlait plus, souriait parfois lorsque Camille racontait ses histoires et avait même demandé qu'elle achète de nouveaux livres sur la botanique moderne. « Puis-je voir ?» insista Camille, avec cette curiosité insatiable qui était déjà devenue familière. « Je promets que je ferai attention. » Antoine hésita. Ses projets représentaient une époque où il croyait pouvoir changer le monde, créer des espaces qui guériraient les blessures sociales des villes. Après l'accident, les regarder n'augmentait que son sentiment d'échec et d'inutilité. « D'accord, » accepta-t-il finalement, « mais nous allons les voir ensemble. » Camille ouvrit la boîte avec révérence et ses yeux s'écarquillèrent. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de dessins, de plans, de perspectives et de maquettes en miniature de projets jamais réalisés. Mais ce qui attira le plus son attention fut une série d'esquisses pour un centre communautaire avec des jardins intégrés. « Waouh, quel bel endroit !» s'exclama-t-elle, tenant un dessin aquarellé montrant des enfants jouant entre des plates-bandes suspendues. « C'est une école ? » « C'était censé être un centre communautaire, » expliqua Antoine, sa voix portant une mélancolie ancienne. « Un endroit où des enfants de communautés défavorisées pourraient apprendre le jardinage, la menuiserie, la lecture. L'idée était de créer un espace où éducation et nature marchaient ensemble. » Marianne laissa ce qu'elle faisait et s'approcha, attirée par la conversation. Quand elle vit les dessins, elle ne put contenir un soupir d'admiration. Les projets étaient d'une sensibilité rare, alliant fonctionnalité sociale et beauté esthétique de manière magistrale. « Pourquoi cela n'a-t-il jamais été construit ?» demanda Marianne, oubliant momentanément la distance professionnelle qu'elle maintenait. « Manque d'investisseurs intéressés par des projets sociaux, » répondit Antoine amèrement. Tout le monde voulait des immeubles commerciaux, des centres commerciaux, des condominiums de luxe. Personne ne voyait de profit à éduquer des enfants. Pauvres. Camille feuilletait les dessins avec une excitation croissante. « Mais regarde combien de choses magnifiques il y a ici.
Jardin sur le toit, bibliothèque en plein air, atelier d'artisanat. C'est comme un parc magique. C'était, corrigea Antoine. C'était un rêve, mais les rêves ne construisent pas des immeubles. Camille, il faut de l'argent, du soutien. Politique, investisseur. Mais vous avez de l'argent, dit Camille, avec la logique simple des enfants. Maman a dit que vous êtes très riche. Pourquoi ne pas construire avec votre propre argent? La question innocente prit Antoine au dépourvu. Il avait en effet des ressources suffisantes pour réaliser ses projets. Son entreprise d'architecture avait été très prospère et il possédait des investissements qui garantissaient une vie confortable. Mais après l'accident, il avait perdu la volonté, l'énergie, la croyance qu'il pouvait encore faire une différence dans le monde. « Ce n'est pas si simple, » murmura-t-il. « Bien sûr que si, » insista Camille. « Vous dessinez, quelqu'un construit, les enfants sont heureux. Quelle est la partie difficile ?» Marianne observait l'inconfort d'Antoine et décida d'intervenir. « Camille, chérie, ces choses sont compliquées pour les adultes. Viens m'aider dans la cuisine. » Mais Camille avait trouvé un autre dessin qui l'avait complètement fasciné. C'était le projet d'une bibliothèque pour enfants en plein air, avec des arbres poussant à travers le toit et des bancs faits de troncs naturels. « Maman, viens voir ça !» appela-t-elle. « C'est exactement comme l'endroit dont tu as toujours rêvé. » Marianne s'approcha à contre-cœur et sentit son cœur s'accélérer. Le projet montrait exactement le type d'espace dont elle avait rêvé pendant ses années d'université. Un endroit où les enfants pouvaient découvrir l'amour de la lecture au milieu de la nature, où éducation et environnement se rejoignaient harmonieusement. « C'est magnifique !» admit-elle, touchant délicatement le papier. « On dirait un endroit où il serait merveilleux de travailler. »« Aimeriez-vous travailler dans un endroit comme ça ?» demanda Antoine, remarquant l'éclat dans les yeux de Marianne. « Ce serait un rêve !» répondit-elle sans réfléchir, puis se rendit compte de ce qu'elle avait dit et tenta de se corriger. « Mais ce n'est qu'une fantaisie, bien sûr !»« Pourquoi une fantaisie ?» insista Camille. « Si monsieur Antoine peut dessiner et a de l'argent, et que maman sait des choses sur les livres et les plantes, pourquoi ne pas le faire ensemble ?» Un silence étrange envahit la pièce. Antoine regardait Marianne avec une nouvelle expression, comme s'il la voyait pour la première fois. Marianne détournait le regard, mal à l'aise avec l'exposition de ses rêves les plus intimes. « Camille a raison, » dit Antoine lentement. « Pourquoi ne pas travailler ensemble ?»« Monsieur Antoine, » répondit Marianne, reprenant un ton formel, « je suis votre aide-soignante. Je n'ai pas de formation en gestion de projets sociaux. Mais vous avez une formation en lettres, des connaissances sur les plantes, et vous élevez une enfant exceptionnelle, dit-il. Cela ne compte pas. » Marianne sentit son visage rougir. Pendant 3 ans, elle s'était cachée derrière la persona de l'employé efficace, oubliant qu'un jour, elle avait été une femme avec des rêves et des ambitions. La conversation déterrait des parties d'elle-même qu'elle croyait mortes et enterrées. « De plus, » continua Antoine, « vous connaissez les difficultés réelles des familles que ces projets visent à aider. Votre perspective serait fondamentale. »« C'est vrai ?» s'exclama Camille en battant des mains. « Maman dit toujours qu'elle connaît la lutte de ceux qui doivent se battre pour l'éducation de leurs enfants. Elle comprend à quel point c'est difficile quand on n'a pas d'argent pour les livres et le matériel. » Marianne sentit ses yeux s'humidifier. Sa fille avait touché une plaie qu'elle portait silencieusement, la culpabilité de ne pas pouvoir offrir à Camille toutes les opportunités éducatives qu'une enfant aussi brillante méritait. « Je dois réfléchir, » dit-elle, visiblement bouleversée. « C'est beaucoup à traiter. » Antoine observa le conflit sur le visage de Marianne et comprit qu'il avait touché à quelque chose de profond. Pendant 3 ans, il avait côtoyé une femme qui cachait ses talents et ses rêves, exactement comme lui-même l'avait fait après l'accident. « Vous n'avez pas besoin de décider maintenant, » dit-il doucement, « mais je veux que vous sachiez que je vois beaucoup de potentiel en vous, Marianne. Et peut-être
Peut-être est-il temps pour nous tous d'arrêter de cacher qui nous sommes vraiment. Camille, inconsciente de la tension émotionnelle des adultes, continuait à feuilleter les projets avec un enthousiasme croissant. Pour elle, la solution était simple. Des personnes talentueuses devaient travailler ensemble pour créer de belles choses. Elle ne comprenait pas pourquoi les adultes compliquaient tant les choses évidentes. Dehors, la pluie continuait de tomber, lavant la ville, et, peut-être, préparant le terrain pour que de nouveaux rêves puissent enfin germer. Le mois de juin arriva avec ses traditionnelles fêtes de la Saint-Jean, et pour la première fois en 5 ans, le balcon d'Antoine se préparait à accueillir une célébration. L'idée était venue de Camille, qui avait insisté pour qu'il célèbre la Saint-Jean comme il se doit, avec des décorations, de la nourriture typique et beaucoup de joie. « Monsieur Antoine, vous devez sortir de ce fauteuil au moins une fois, » dit Camille un samedi matin, ses petites mains essayant de pousser le fauteuil roulant vers le balcon. « Comment allons-nous décorer le balcon pour la fête si vous ne venez pas voir où mettre les fanions ?» Marianne observait la scène depuis la cuisine où elle préparait la pâte pour les beignets que Camille avait demandés. Au cours des dernières semaines, elle avait remarqué un changement subtil mais constant dans le comportement d'Antoine. Il posait plus de questions sur sa vie, montrait un intérêt sincère pour les projets sociaux qu'ils discutaient et avait même suggéré qu'elle suive un cours en ligne sur la gestion de projets culturels qu'il s'était proposé de financer. « Camille, Monsieur Antoine n'a pas besoin de sortir s'il ne le souhaite pas, » dit Marianne, s'essuyant les mains sur son tablier. « Il peut tout voir depuis la porte du salon. »« Mais ce n'est pas la même chose, » protesta Camille. « La fête de la Saint-Jean, c'est pour sentir l'odeur de la terre mouillée, écouter les oiseaux, voir les plantes de près. N'est-ce pas vrai, Monsieur Antoine ?» Antoine regarda la petite fille et ressentit quelque chose bouger dans sa poitrine, un vieux désir de participer, de faire partie de quelque chose de plus grand que sa propre douleur. Au cours des dernières semaines, voir Camille prendre soin de ses violettes avec tant de tendresse avait éveillé en lui une profonde nostalgie pour l'époque où il passait lui-même des heures parmi ses plantes, planifiant des jardins et rêvant de projets. « D'accord, » dit-il, surprenant Marianne, « mais vous devrez m'aider à manœuvrer ce fauteuil. Le balcon a quelques marches. » Marianne lâcha ce qu'elle était en train de faire. Il s'approcha. « Monsieur, êtes-vous sûr ? Cela fait longtemps que vous n'êtes pas sorti sur le balcon. »« C'est précisément pour cela, » répondit-il, une nouvelle détermination brillant dans ses yeux. « Il est temps d'affronter certaines choses. » Ensemble, Marianne et Antoine réussirent à amener la chaise jusqu'au balcon. Ce qu'il vit là le laissa sans voix. Ces violettes, qui depuis des semaines n'étaient que des ombres mourantes de sa passion d'autrefois, exhibaient maintenant des couleurs vibrantes et des feuilles saines. Camille avait créé un système ingénieux d'irrigation utilisant des bouteilles en plastique et des tuyaux, avait organisé les pots par taille et besoin de soleil et avait même planté quelques graines de tournesol qui commençaient déjà à germer. « Mon Dieu !» murmura-t-il, sa voix chargée d'émotion. « Je n'avais aucune idée qu'elles étaient si vivantes. »« Camille s'en occupe tous les samedis, » expliqua Marianne, observant l'émotion sur le visage d'Antoine. Elle a recherché sur Internet chaque type de violette, a découvert lesquelles avaient besoin de plus d'eau, lesquelles préféraient l'ombre. Je pense qu'elle s'y connaît mieux que beaucoup d'adultes. Camille, qui était en train de réajuster une violette rouge particulièrement exubérante, se retourna et sourit. « Vous aimez ? J'ai essayé de le faire comme dans vos anciens dessins. Vous vous souvenez de ce carnet où vous avez écrit sur la création de jardins qui parlent au cœur ?» Antoine déglutit. Cette phrase provenait de l'un de ses poèmes les plus intimes, écrit une nuit où il réfléchissait au pouvoir de la nature pour guérir les blessures émotionnelles. Voir ces mots transformés en réalité par les mains d'une enfant l'émut plus qu'il ne pouvait l'exprimer. « Camille, » dit-il, « tu as transformé cet endroit en quelque chose de magique. Ce n'est pas que moi, » répondit-elle avec humilité. « Maman m'a beaucoup aidé. C'est elle qui savait quelles plantes pouvaient être ensemble, lesquelles avaient besoin de terre spéciale. Et vous avez aussi aidé. »« Moi ? Comment ?
avec vos livres et vos poèmes. Ils m'ont appris que prendre soin des plantes, c'est comme prendre soin des gens. Cela demande de la patience, de l'affection, et l'espoir qu'elles vont grandir, même quand on dirait qu'elles sont mortes. Marianne sentit son cœur se serrer. Sa fille avait appris plus sur la vie et la résilience en s'occupant des plantes qu'elle ne pourrait enseigner en des années de conversation. Et Antoine, sans le réaliser, avait été le professeur d'une des leçons les plus importantes de la vie de Camille. « Eh bien, » dit Antoine, en s'éclaircissant la voix pour dissimuler son émotion, « si nous allons faire une vraie fête de la Saint-Jean ici, nous devons le faire correctement. Marianne, sais-tu faire du vin chaud ?»« Oui, je sais, » répondit-elle, surprise par le changement de sujet. « Ma grand-mère m'a appris la recette avec de la cannelle et des clous de girofle. »« Super. Et pour la décoration ? Fanion, ballon, on peut le faire !» s'exclama Camille. « J'ai apporté du papier coloré dans mon sac à dos. Maman peut découper les fanions et je peins. »« Et la musique ?» demanda Antoine, entrant dans l'esprit de la fête. « On ne peut pas avoir de fête de la Saint-Jean sans musique folklorique. » Marianne le regarda avec surprise. « Vous aimez la musique folklorique ? Je suis né à Pernambuco, » dit-il avec un sourire sincère qu'elle n'avait pas vu depuis des années. « J'ai grandi en écoutant Luis Gonzaga et Jackson do Pandeiro. Je n'ai déménagé à Lyon que pour étudier l'architecture, mais la musique folklorique est dans mon sang. » C'était la première fois qu'Antoine partageait des détails personnels sur sa vie avant l'accident. Marianne réalisa qu'elle découvrait une version complètement nouvelle de l'homme pour qui elle travaillait depuis 3 ans. « Maman aime aussi la musique folklorique, » dit Camille. « Parfois, elle danse seule dans la cuisine quand elle pense que je ne regarde pas. » Marianne rougit violemment. « Camille, c'est vrai, » insista la fillette, « et elle danse très bien. Vous devriez voir. » Antoine regarda Marianne avec une expression amusée. « Alors notre fête aura tout, décoration, nourriture. Une typique, bonne musique et une danseuse professionnelle. »« Je ne suis pas danseuse professionnelle, » protesta Marianne, mais il y avait une nouvelle lueur dans ses yeux. « Tout nordiste est danseur professionnel, » dit Antoine. « C'est la loi de la nature. » Camille applaudit, ravie par l'idée. « Alors faisons la meilleure fête de la Saint-Jean du monde. » Pendant que les 3 planifiaient la célébration, quelque chose de subtil mais fondamental changeait dans la dynamique de l'appartement. Antoine n'était plus seulement le patron mélancolique, Marianne n'était plus seulement l'employée discrète, et Camille n'était plus seulement la fille qui accompagnait sa mère. Ilsa devenait quelque chose que aucun des adultes n'osait encore nommer, une famille improvisée, construite sur la base fragile mais puissante de la compréhension mutuelle et du soin partagé. Et quand le soleil se coucha sur la Seine ce soir-là de juin, le balcon fleuri d'Antoine Moreau témoigna de quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des années, le son de rire sincère résonnant parmi les violettes renaissantes. La fête de la Saint-Jean eut lieu un vendredi soir, sous un ciel étoilé qui semblait avoir été commandé spécialement pour l'occasion. Marianne était arrivée plus tôt, apportant non seulement Camille, mais aussi 2 voisines de leur immeuble qui s'étaient proposées pour aider avec les mets. L'appartement, qui avait été un mausolée silencieux pendant 5 ans, pulsait maintenant de vie et de mouvement. « Monsieur Antoine, vous devez essayer la pamonia de Madame Constance, » dit Camille, courant vers la chaise roulante avec une assiette fumante. « Elle l'a fait exactement comme à la fête de l'école, mais en mieux. » Antoine accepta l'assiette avec un sourire que Marianne remarqua de plus en plus fréquent. Au cours des dernières semaines, elle avait observé une transformation graduelle chez l'homme qu'elle s'occupait. Il posait des questions. Sur ses projets d'avenir, montrait un intérêt sincère pour les études de Camille et avait même suggéré qu'elle apporte des livres empruntés à la bibliothèque où il avait étudié pour compléter l'éducation de sa fille. Le balcon était méconnaissable. Des fanions colorés découpés par Camille flottaient dans la brise nocturne. Des ballons dorés et rouges créaient une ambiance festive, et le jardin renaissant de violettes servait de décor parfait pour la célébration. Au centre,
Un feu de camp improvisé dans un barbecue d'appartement réchauffait le vin chaud que Marianne avait préparé en suivant la recette de sa grand-mère. Marianne appela. « Antoine, viens ici un moment. » Elle s'approcha, toujours vêtue de son tablier à motif de maïs. Marianne insistait pour qu'elle achète quelque chose de spécial pour la fête. « Oui, Antoine ?»« Arrête avec ce monsieur, » dit-il gentiment. « Nous sommes à une fête. Ici, nous sommes juste Antoine, Marianne et Camille. Pas de hiérarchie. » Marianne hésita. En 3 ans de travail, elle n'avait jamais appelé Antoine par son prénom. C'était une barrière professionnelle qu'elle maintenait religieusement, une façon de se rappeler quelle était son place dans cette maison. « Je ne sais pas si je peux, » admit-elle. « Essaye, » insista-t-il. « S'il te plaît. »« Antoine, » dit-elle, expérimentant le son du nom. Elle se sentait étrangement vulnérable, comme si elle avait franchi une ligne invisible mais importante. « Mieux, » sourit-il. « Maintenant dis-moi, que veux-tu vraiment dans la vie, Marianne ? Pas l'employé, pas la mère, toi ?» La question la prit au dépourvu. Cela faisait si longtemps qu'elle ne s'était pas pensée comme un individu que la question semblait presque étrangère. « Je ne sais pas si je comprends. Si tu pouvais faire n'importe quoi, avoir n'importe quelle carrière, vivre n'importe où, que choisirais-tu » Marianne regarda Camille, qui jouait avec les autres enfants qui étaient arrivés. Les enfants des voisins attirés par la musique et l'odeur de la bonne nourriture. « Je voulais lui offrir une vie meilleure, » répondit-elle automatiquement. « Ce n'est pas à propos de toi, » insista Antoine. « C'est à propos de Camille. Je te demande tes rêves, Marianne Moreau. » Le son complet de son nom, prononcé avec cette intensité, fit quelque chose bouger en elle. « Je voudrais avoir ma bibliothèque, » dit-elle à voix basse, comme si elle confessait un crime. Un endroit où des enfants comme Camille pourraient découvrir que les livres sont des portails vers de meilleurs mondes. Je voudrais enseigner, créer des programmes de lecture, montrer que l'éducation n'est pas un privilège. Et pourquoi ne le fais-tu pas ? Parce que les rêves ne paient pas les factures, répondit-elle avec une amertume qui surprit les deux. Parce que des femmes comme moi n'ont pas le temps de rêver. Nous devons survivre. Antoine resta silencieux un moment, traitant la douleur dans la voix de Marianne. C'était la première fois qu'elle s'ouvrait complètement, et il commençait à comprendre le poids qu'elle portait seule. Et si je te disais qu'il existe un moyen de transformer ce rêve en réalité, demanda-t-il prudemment. Je dirais que tu es gentil, mais que la vie réelle ne fonctionne pas comme ça. Marianne, je parlais sérieusement de travailler ensemble, dit-il, tournant sa chaise pour la regarder directement. J'ai des ressources, tu as des connaissances et de la passion. Nous pouvons créer quelque chose d'extraordinaire. Avant que Marianne puisse répondre, Camille apparut en courant, tirant la main d'une dame élégante aux cheveux gris. « Maman, regarde qui est arrivée. C'est Madame Hélène, de l'appartement 801. Elle est venue parce qu'elle a entendu la musique. » La femme, ayant environ 70 ans, sourit chaleureusement. « J'espère ne pas déranger. » Cela fait si longtemps que je n'ai pas entendu de danse folklorique dans cet immeuble. Bien sûr que tu ne déranges pas, dit Antoine, sincèrement heureux de la présence inattendue. Plus il y a de gens, mieux c'est pour la fête. Acceptes-tu un vin chaud ? Je veux bien, répondit Madame Hélène, s'installant sur une chaise que Marianne s'empressa d'offrir. Vous savez que cet appartement a été célèbre pour ses fêtes. Avant le accident, Antoine recevait des artistes, des architectes, des écrivains. C'était le point de rencontre culturel du quartier. Marianne regarda Antoine avec surprise. Elle ne connaissait que l'homme reclus et mélancolique qu'elle avait pris soin pendant 3 ans. Savoir qu'il avait été le centre d'une vie sociale riche et créative ajoutait une couche supplémentaire à la personnalité complexe qu'elle découvrait. « C'était d'autres temps, » dit Antoine, une ombre passant dans ses yeux. « N'importe quoi, » répliqua Madame Hélène avec fermeté. « Tu es toujours le même homme brillant. Tu as juste oublié cela pendant un temps. » La musique d'Édith Piaf résonnait dans les haut-parleurs qu'Antoine avait fait installer spécialement pour la fête.
Camille, qui avait appris des pas de danse folklorique à l'école, essayait d'enseigner aux autres enfants, créant une confusion amusante au centre du balcon. « Marianne, dit soudainement Madame Hélène, pourquoi ne danses-tu pas? Une si belle musique ne peut pas être seulement écoutée. »« Je ne sais pas si c'est approprié, » hésita Marianne, consciente qu'elle était encore techniquement au travail. « N'importe quoi, dit Antoine. Hélène a raison, la danse folklorique est faite pour être dansée. » Camille, entendant la conversation, lâcha tout et courut vers sa mère. « Danse, maman, danse comme tu le fais à la maison. » Marianne sentit tous les regards se tourner vers elle. Le vin chaud qu'elle avait bu avait laissé ses joues rosies. Et la musique d'Édith Piaf, qui jouait maintenant, réveillait des souvenirs de sa jeunesse à Nice, quand elle dansait aux fêtes de la ville sans souci ni responsabilité. « Allez, Marianne !» insista Antoine, ses yeux brillants d'une joie qu'elle n'avait pas vue depuis des années. « Montre-nous comment on danse, vraiment la danse folklorique. » Elle regarda autour d'elle, vers Camille, rayonnante d'attente, vers Madame Hélène, souriant d'encouragement, vers Antoine, qui pour la première fois semblait vraiment vivant. Et quelque chose en elle, comprimé par des années de responsabilité et de retenue, se libéra enfin. Marianne commença à danser. D'abord, timidement, juste en marquant le rythme avec ses pieds. Puis, laissant la musique la guider, ses mouvements devinrent plus fluides, plus naturelle. Elle dansait seule au centre du balcon, mais elle n'était pas seule. Elle était entourée de regards admiratifs et d'applaudissements enthousiastes. Antoine l'observait, hypnotisé. Ce n'était pas la soignante formelle et réservée qu'il connaissait. C'était une femme vibrante, pleine de grâce et de vie, qui exprimait à travers la danse toute la joie qu'elle gardait soigneusement cachée au quotidien. « Waouh !» murmura-t-il à Madame Hélène, « elle est magnifique. »« C'est vrai, » acquiesça la dame avec un sourire complice. « Et tu es amoureux. » Les mots frappèrent Antoine comme un éclair. Amoureux? Lui, un homme de 55 ans, coincé dans un fauteuil roulant, avec plus de passé que d'avenir? Était-ce possible? Mais quand Marianne tourna et que ses yeux rencontrèrent les siens pendant un instant, il sut que Madame Hélène avait raison. Et pour la première fois en 5 ans, Antoine Moreau se permit de rêver à un avenir qui n'était pas seulement une survie. Le lundi qui suivit la fête de la Saint-Jean apporta un changement palpable dans l'atmosphère de la terrasse. Marianne arriva au « je travaille » avec un sourire discret. Mais Antoine a remarqué une nouvelle lueur dans ses yeux. Camille, pour sa part, était euphorique, racontant à tout le monde dans l'ascenseur à propos de la meilleure fête du monde, qui avait eu lieu dans l'appartement de son ami Antoine. « Bonjour », dit Marianne, pour la première fois en 3 ans, hésitant entre le formel « Monsieur Moreau » et le simple « Antoine » qu'il avait demandé lors de la fête. « Bonjour, Marianne », répondit-il, en mettant délibérément l'accent sur son nom. « Comment vous sentez-vous après la fête? Vous n'avez pas exagéré avec le vin chaud ?»« Nous allons. »« Très bien, » rit-elle, un rire sincère qu'il réalisait entendre pour la première fois. Camille n'a pas cessé de parler de la fête. Je pense qu'elle s'est amusée plus hier que lors de tous ses anniversaires réunis. Camille, qui était directement allée sur le balcon, vérifier ses plantes, cria depuis l'extérieur « Maman, viens voir, les violettes ont de nouvelles fleurs !» C'était vrai. Plusieurs des plantes, qui, des semaines auparavant, semblaient mortes, affichaient maintenant de petites fleurs colorées au centre de leurs rosettes. Antoine manœuvra la chaise jusqu'au balcon, suivi par Marianne, et tous deux contemplèrent le petit miracle et qui s'était produit sous leurs soins. « C'est incroyable » murmura Marianne, « elles fleurissent vraiment. » Les violettes ne fleurissent que lorsqu'elles se sentent en sécurité et soignées, expliqua Antoine, observant une fleur rose qui s'épanouissait sur une plante qu'il avait jugée perdue. C'est comme si elle savait que cet endroit était redevenu un foyer. Les mots flottèrent dans l'air, chargés de signification. Marianne sentit son cœur s'accélérer. Mais avant qu'elle puisse répondre, le téléphone intercom sonna stridement, brisant le moment intime. « Ça doit être le concierge », dit-elle, se dirigeant vers l'appareil.
Mais la voix qui sortit de l'intercom fit pâlir instantanément Antoine. « Antoine, c'est Robert, j'ai besoin de te parler d'urgence. » Robert Moreau, neveu d'Antoine et unique héritier apparent de sa fortune, n'était pas apparu dans le Penthouse depuis des mois. Sa présence n'était jamais anodine, et Antoine savait que toute urgence impliquant Robert apportait rarement de bonnes nouvelles. « Tu peux monter, dit Antoine à contre-cœur, puis se tourna vers Marianne. « Robert est mon neveu. C'est compliqué. » 15 minutes plus tard, Robert entrait dans le penthouse avec sa présence imposante et le costume cher qu'il portait pour intimider. À 40 ans, c'était un homme séduisant et prospère dans les affaires, mais Antoine avait toujours perçu une froideur calculatrice dans ses yeux qui le dérangeait. « Tonton !» dit Robert, embrassant le visage d'Antoine avec une affectation théâtrale. « Tu as l'air en pleine forme. Bien mieux que la dernière fois. » Ses yeux, cependant, avaient déjà catalogué la présence de Marianne et Camille, enregistrant chaque détail de la nouvelle dynamique domestique. Le balcon fleuri, les restes de la fête encore visibles, l'air de joie qui flottait dans l'environnement, tout cela représentait des changements qu'il n'avait ni autorisés ni attendus. « Robert, dit Antoine froidement, qu'est-ce qui m'amène ? » « Je ne peux pas rendre visite à mon cher oncle, sourit Robert. Mais Antoine connaissait ce sourire. C'était le même qu'il utilisait avant de conclure des affaires désavantageuses pour les clients. « Marianne, dit Antoine, voici mon neveu Robert. Robert, voici Marianne, qui s'occupe de la maison, et sa fille Camille. » Robert salua Marianne avec une courtoisie superficielle, mais Antoine remarqua comment ses yeux évaluaient la femme avec un mélange de mépris et de suspicion. C'était le regard de quelqu'un qui voyait des menaces là où il devrait voir des personnes. « Tonton, pouvons-nous parler en privé ?» suggéra Robert, lançant un regard significatif à Marianne. « Tout ce que tu as à dire peut être dit devant Marianne, » répondit Antoine fermement. « Elle fait partie de cette maison depuis 3 ans. » La mâchoire de Robert se contracta presque imperceptiblement. « D'accord, je suis inquiet pour toi, tonton. J'ai reçu quelques informations inquiétantes. » « Quel genre d'informations ? » « Des voisins commentant sur des fêtes, des changements dans ton comportement, des personnes étranges fréquentant l'appartement. » Robert fit une pause dramatiquement. « Il suggère que tu pourrais être influencé. » Marianne sentit son sang se glacer. Le mot « influencé » portait des implications terribles, suggérait manipulation, intérêt financier, abus de confiance. « Influencé par qui ?» demanda Antoine, sa voix dangereusement basse. Robert ne répondit pas directement, mais ses yeux se tournèrent vers Marianne avec un sens indiscutable. « Tonton, tu es un homme riche et vulnérable. Certaines personnes peuvent voir cela comme une opportunité. » « Robert, dit Antoine, sa voix chargée d'avertissement, choisis bien tes prochains mots. »« Je fais juste preuve de prudence. » Robert leva les mains en fausse innocence. « En tant que ton seul parent proche, j'ai la responsabilité de ton bien-être. Si nécessaire, je peux prendre des mesures légales pour te protéger. » La menace flottait dans l'air comme un nuage toxique. Marianne comprit parfaitement. Robert insinuait qu'il pourrait engager une procédure de tutelle, affirmant qu'Antoine n'avait plus la capacité de gérer sa propre vie. « Maman, » murmura Camille, réalisant la tension dans l'air. « Pourquoi tout le monde est-il en colère ?» Marianne mit protectivement sa main sur l'épaule de sa fille, mais son esprit travaillait rapidement. Elle connaissait des histoires de familles se disputant des héritages, de parents profitant des personnes âgées ou des personnes handicapées. Elle n'aurait jamais imaginé se retrouver au centre d'une telle situation. « Robert, » dit Antoine d'une calme glaciale, « je veux que tu quittes ma maison, maintenant. » « Tonton, tu n'as pas besoin de t'énerver. » Robert gardait un ton conciliant, mais il y avait du triomphe dans ses yeux. Il avait semé la graine du doute et le savait. « Pense juste à ce que j'ai dit, et souviens-toi, j'ai une obligation légale de protéger les intérêts de la famille. »
Après le départ de Robert, un silence lourd envahit le penthouse. Marianne était visiblement bouleversée, Camille confuse, et Antoine furieux d'une manière qu'elle n'avait jamais vue. « Marianne, dit-il enfin, je suis désolé que tu aies été exposée à cela. Il suggérait que je... » Elle n'arrivait pas à terminer la phrase. « Il suggérait que... Tu es une profiteuse intéressée par mon argent, » compléta Antoine brutalement, « et nous savons tous les deux que c'est un mensonge. » Marianne sentit ses yeux s'humidifier. « Peut-être que je devrais chercher un autre emploi, » dit-elle doucement. « Je ne veux pas causer de problème pour vous. »« Marianne, regarde-moi, » ordonna Antoine. « Tu ne vas nulle part. Robert a peur parce que pour la première fois depuis des années, je suis heureux, je suis en vie. Cela menace ses plans pour mon héritage. Mais s'il engage vraiment un procès, commença-t-elle. Il n'obtiendra rien, dit Antoine avec conviction. Je suis parfaitement capable de... et prendre mes propres décisions. Et l'une des meilleures décisions que j'ai prises ces dernières années a été de permettre que vous et Camille fassiez partie de ma vie. » Camille, qui avait écouté toute la conversation sans comprendre complètement, s'approcha d'Antoine. « Monsieur Antoine, cet homme va essayer de nous séparer ?» La question innocente frappa les deux adultes au cœur. « Non !» dit Antoine fermement, prenant la petite main de Camille. « Personne ne nous séparera. Nous sommes une famille maintenant. » Et à ce moment-là, entourés des violettes en fleurs et menacés par des forces extérieures qui tentaient de détruire leur bonheur nouvellement, découverts, les trois comprirent qu'ils devraient lutter pour la famille improbable qu'ils avaient construite. La guerre ne faisait que commencer. Les semaines qui suivirent la visite de Robert furent marquées par une tension constante qui planait sur le balcon comme un nuage sombre. Marianne arrivait au travail visiblement préoccupée, vérifiant constamment son téléphone comme si elle attendait de mauvaises nouvelles. Antoine, quant à lui, avait engagé un avocat et passait des heures au téléphone à discuter de stratégies juridiques. « Maman, pourquoi es-tu toujours triste maintenant ?» demanda Camille un matin de juillet, tout en arrosant ses violettes préférées. La petite avait remarqué que depuis la visite de l'homme mal élevé, comme elle avait surnommé Robert, l'ambiance de la maison avait changé. Marianne soupira, ne sachant pas comment expliquer à une enfant de 7 ans les complexités des disputes familiales et des menaces d'interdiction. « Parfois, les adultes ont des problèmes difficiles à résoudre, mon amour. »« C'est à cause de l'argent ?» demanda Camille, avec l'intuition aiguisée des enfants. « À l'école, Béatrice a dit que quand les adultes se disputent, c'est toujours à cause de l'argent. » Avant que Marianne puisse répondre, Antoine apparut sur le balcon. Au cours des dernières semaines, il avait repris l'habitude de passer ses matins à l'extérieur, observant la croissance des plantes que Camille soignait avec tant d'attention. « Camille a raison, dit-il, surprenant Marianne. C'est à propos de l'argent. Mon neveu pense que vous êtes ici par intérêt financier. » « Antoine, » réprimanda Marianne, « elle n'a pas besoin de savoir ces choses. »« Bien sûr qu'elle en a besoin, » dit-il gentiment. « Camille est trop intelligente pour être trompée. Elle mérite de connaître la vérité. » Camille laissa de côté son arrosoir et s'approcha des deux adultes. « Monsieur Antoine, nous ne voulons pas de votre argent. Maman travaille beaucoup pour gagner le sien. Elle m'a appris que l'argent des autres n'est pas le nôtre. » La simplicité de la déclaration émut profondément Antoine. « Je le sais, Camille. Ta mère est la personne la plus honnête que je connaisse. Mais certaines personnes n'arrivent pas à croire qu'il existe des relations basées sur un véritable amour. » Marianne sentit son cœur s'accélérer à la mention du mot « relation ». Au cours des dernières semaines, elle s'était surprise à penser à Antoine différemment. Non plus comme un patron, mais comme un homme qui éveillait en elle des sentiments qu'elle croyait morts depuis que le père de Camille les avait abandonnés.
Le téléphone d'Antoine sonna, interrompant le moment. C'était son avocat, docteur Henri Tavares, avec des nouvelles sur l'enquête qu'ils avaient commencée sur les activités financières de Robert. « Oui, docteur Henri, je comprends. Vous pouvez parler devant les deux, elles font partie de la famille, » dit Antoine en mettant le téléphone en mode haut-parleur. La voix professionnelle de l'avocat remplit le balcon. « Antoine, nous avons des développements significatifs. Notre audit a découvert de graves irrégularités dans les comptes de l'entreprise que Robert gère. Il y a des preuves de détournement de fonds et des transactions suspectes qui coïncident avec les périodes où vous étiez le plus affaibli après l'AVC. » Marianne écarquilla les yeux. « Il volait ? Il semble que oui, » confirma docteur Henri. « Nous avons des documents montrant des transferts non autorisés, des contrats fictifs et une série d'opérations qui n'ont bénéficié qu'à Robert personnellement. Ironiquement, c'est lui qui accuse les autres de manipulation financière. » Antoine ferma les poings. Pendant des années, il avait confié à Robert la gestion d'une partie de ses affaires, surtout après l'AVC, quand il avait du mal à se concentrer. Découvrir qu'il avait été trahi par celui qui était censé le protéger était un coup dévastateur. « Quelle est notre prochaine étape ?» demanda Antoine. « Nous pouvons engager une action pénale contre lui. Avec les preuves que nous avons, il est presque certain qu'il sera condamné. Cela invaliderait également toute tentative de sa part de contester votre capacité mentale. » Après avoir raccroché, un lourd silence envahit le balcon. Camille, qui avait écouté tout cela avec une gravité inhabituelle pour son âge, fut la première à parler. « Monsieur Antoine, allez-vous envoyer l'homme mauvais en prison ?» La question directe fit réfléchir Antoine. Poursuivre Robert signifiait exposition publique, des années de bataille judiciaire, de l'énergie dépensée pour la vengeance au lieu de la construction. À 55 ans, il se demandait si cela en valait la peine. « Je ne sais pas, Camille. Parfois, il est difficile de choisir entre justice et paix. » Marianne, qui était restée silencieuse à traiter les révélations, finit par parler. « Puis-je donner mon avis ?» « Bien sûr. Des hommes comme Robert comptent sur le silence des victimes. Si vous ne prenez pas de mesures, il continuera à penser qu'il peut manipuler et faire chanter des personnes vulnérables. Ce n'est pas seulement à propos de vous, c'est à propos de toutes les prochaines victimes. » Antoine regarda Marianne avec une admiration renouvelée. Même au milieu de la tourmente qui menaçait sa propre stabilité, elle pensait à la justice sociale, à protéger les autres qui pourraient souffrir à l'avenir. « De plus, » continua Marianne, « vous avez les ressources et l'influence pour lutter. Combien de personnes sont lésées par des parents sans scrupules et n'ont pas les moyens de se défendre ?»« Maman a raison, » dit Camille, solennellement. « À l'école, quand quelqu'un est méchant avec les plus petits, nous devons le dire à la directrice. Sinon, ils continuent à être méchants. » Antoine sourit. Pour la première fois de la journée. « Vous êtes mes conseillères morales maintenant ? Nous sommes votre famille, » corrigea Camille, « et la famille protège la famille. » Les mots de la petite résonnèrent sur le balcon, comme une déclaration officielle. Famille, c'est ce qu'ils étaient devenus, sans planification, sans formalité, mais avec une authenticité que ni Robert ni ses menaces ne pourraient détruire. « D'accord, » décida Antoine, « nous allons poursuivre. Robert, mais d'abord, je veux résoudre une question en suspens. » Il manœuvra la chaise pour faire face à Marianne. « Marianne, ces dernières semaines, tu as travaillé sous pression et incertitude à cause de moi. Je veux formaliser une proposition. Acceptes-tu d'être ma partenaire dans le projet de la fondation éducative ?» « Antoine, Pas comme employé, » l'interrompit-il. « Comme partenaire égal. 50% des décisions, 50% des bénéfices, s'il y en a, 50% des responsabilités. » Marianne resta sans voix. C'était plus qu'un emploi, plus qu'une opportunité. C'était reconnaissance, respect, confiance absolue. « Pourquoi ?» demanda-t-elle.
des larmes commençant à se former dans ses yeux. Parce que tu as de la vision, de l'intégrité et de la passion. Parce que tu comprends les communautés que nous voulons servir. Et parce que, il hésita, puis décida d'être complètement honnête, parce que je suis tombé amoureux de la femme extraordinaire que tu es. La déclaration flottait dans l'air comme un papillon délicat. Marianne sentit le monde tourner autour d'elle. Des années de solitude et de lutte, trouvant enfin un port sûr dans le regard sincère de cet homme qu'elle avait appris à aimer sans s'en rendre compte. « J'accepte », dit-elle simplement, « la proposition de travail et tout ce qui vient avec. » Camille, qui avait suivi toute la conversation avec sérieux, commença à applaudir. « Hurrah! Maintenant, vous pouvez vous marier et nous pouvons vivre ici pour toujours. » Les deux adultes rirent, la tension des dernières semaines se dissipant enfin comme une brume matinale. Ils avaient une bataille juridique devant eux, une fondation à construire, une vie entière à planifier ensemble. Mais en regardant les violettes qui fleurissaient autour d'eux, nourries par des soins et un amour sincère, ils savaient qu'ils avaient choisi le bon chemin. Décembre arriva à Nice avec sa chaleur typique, et la promesse d'une nouvelle année qui serait différente de toutes les précédentes. Le balcon d'Antoine avait complètement changé, non seulement dans la décoration ou le jardin fleuri, mais dans l'énergie qui pulsait à travers chaque pièce. Marianne partageait désormais son temps entre les soins apportés à Antoine et le développement de la Fondation Renouveau, nom que Camille avait suggéré lors d'un après-midi de brainstorming. Elles avaient officiellement emménagé dans le balcon en septembre, occupant la chambre d'amis qu'Antoine avait insisté pour rénover spécialement pour elle. « Maman, viens voir !» cria Camille depuis le bureau qui servait maintenant de centre d'opération pour la Fondation. « Les photos du terrain que vous allez acheter sont arrivées. » Marianne mit de côté le projet architectural qu'elle était en train. Le réviser, une bibliothèque communautaire qui serait la première construction de la Fondation, et se dirigea vers le bureau. Elle trouva Camille penchée sur des photos aériennes d'un terrain de 5000 mètres carrés à Montmartre. Parfait pour le centre éducatif qu'elles avaient prévu. « C'est immense !» s'exclama Camille, mesurant les photos avec une règle. « Il y aura de la place pour la bibliothèque, le jardin éducatif, les ateliers d'art, et il reste même de l'espace pour une aire de jeu. » Antoine apparut à la porte, marchant maintenant avec l'aide d'une canne. Les mois de physiothérapie intensive avait restauré une partie de ses mouvements, et il pouvait se tenir debout pendant des périodes de plus en plus longues. Plus importante que la récupération physique était la transformation émotionnelle. Il avait recommencé à rêver, à planifier, à croire en des futurs possibles. « Les photos sont superbes, » dit-il, s'approchant pour examiner le matériel. « Dr Henry a confirmé que la documentation est en ordre. Nous pouvons finaliser l'achat la semaine prochaine. » Le procès contre Robert s'était résolu plus rapidement que prévu. Confronté à des preuves irréfutables de ses crimes financiers, il avait choisi un accord qui incluait le remboursement intégral des sommes détournées, le paiement d'indemnités et la promesse de ne plus interférer dans la vie de son oncle. En bonus inattendu, l'enquête avait révélé que Robert avait menti sur son propre patrimoine pour obtenir des prêts frauduleux, ce qui avait entraîné son incarcération préventive pour escroquerie. « Antoine, » dit Marianne en pointant une zone spécifique des photos, « et si nous créions ici un sentier éducatif ?» Camille a eu une idée intéressante sur l'enseignement de la botanique à travers des promenades. « Raconte l'idée, Camille », encouragea Antoine, s'asseyant sur une chaise proche. Il avait développé l'habitude d'écouter attentivement les suggestions de la fillette, qui apportaient souvent des perspectives innovantes au projet. « C'est comme ça », commença Camille avec enthousiasme. « Imagine un sentier où chaque arrêt a une plante différente, et les enfants reçoivent un petit carnet pour dessiner ce qu'ils voient. À la fin du sentier, il y a une cabane dans l'arbre où ils peuvent lire les histoires qu'ils ont écrites sur les plantes. » Marianne et Antoine échangèrent des regards admirés.
L'esprit créatif de Camille les surprenait constamment avec des idées qui combinaient éducation environnementale, art et littérature de manière naturelle et engageante. « C'est génial », dit Marianne. « Nous pouvons développer tout un programme basé là-dessus et engager des éducateurs spécialisés, ajouta Antoine. J'ai quelques contacts à la Sorbonne qui adoreraient de participer à un projet comme celui-ci. » Le téléphone sonna, interrompant la planification. C'était Juliette, l'assistante sociale qu'ils avaient engagée pour coordonner les programmes communautaires de la Fondation. Sa voix animée résonna dans le haut-parleur. « Marianne, Antoine, j'ai des nouvelles merveilleuses. La mairie a approuvé notre proposition de partenariat. Ils vont fournir un transport scolaire gratuit pour que les enfants des communautés participent au programme. »« C'est fantastique !» s'exclama Marianne. « Combien d'enfants pourront nous accueillir au départ ?»« Au moins 200, répartis en groupes par âge. Et il y a plus. 3 écoles municipales se sont déjà inscrites pour participer au programme de vacances. » Antoine ressentait une satisfaction profonde qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Il était en train de construire quelque chose de significatif, quelque chose qui survivrait à lui et ferait une réelle différence dans la vie de centaines d'enfants. Plus que cela, il le faisait aux côtés de personnes qu'il aimait sincèrement. Après avoir raccroché, les 3 retournèrent à la planification. Camille était devenue une consultante informelle mais précieuse, apportant toujours la perspective des enfants qui bénéficieraient des programmes. « Tu sais quoi ?» dit soudain Antoine. « Je pense qu'il est temps d'officialiser quelques changements ici. » Marianne le regarda intriguée. « Quel genre de changement ?» Antoine sortit une petite boîte en velours de sa poche, faisant arrêter le cœur de Marianne un instant. « Marianne Moreau, tu as transformé ma vie de façon que je n'aime savais qu'ils étaient possibles. J'ai apporté de la couleur là où il n'y avait que du gris, de l'espoir, là où il y avait de l'abandon, de l'amour, là où il n'y avait que solitude. » Camille ouvrit la bouche, avec surprise, comprenant parfaitement ce qui se passait. « Veux-tu m'épouser ?» continua Antoine, ouvrant la boîte pour révéler une bague de fiançailles simple mais élégante. « Veux-tu construire une famille officielle avec moi et cette fille extraordinaire qui m'a appris que les héros ont parfois seulement 7 ans et un cœur immense ?» Marianne sentit les larmes couler librement sur son visage. Pendant des années, elle avait cru que l'amour romantique était un luxe que les mères célibataires et battantes ne pouvaient pas se permettre. Découvrir qu'elle avait profondément tort était libérateur et terrifiant à la fois. « Oui, » dit-elle simplement, tendant sa main tremblante pour qu'il mette la bague. Camille éclata en applaudissements et en cris de joie. « Youpi! Maintenant, je vais avoir un vrai papa, et vous allez avoir des bébés qui seront mes petits frères et sœurs. » Les 2 adultes rirent à travers leurs larmes, étreignant la fille qui avait été le pont entre leurs cœurs solitaires. « Il y a une chose de plus, » dit Antoine, tenant toujours les 2 femmes les plus importantes de sa vie. « Je veux adopter Camille, officiellement. Si vous êtes d'accord, bien sûr. » Camille regarda Marianne avec des supplications dans les yeux. « Maman, est-ce que ça peut être ?» Marianne hocha la tête, trop émue pour parler. En quelques mois, elle était passée de gardienne solitaire à partenaire d'une fondation, fiancée à un homme merveilleux et mère d'une fille qui aurait enfin la famille stable qu'elle avait toujours méritée. Là dehors, le soleil se couchait sur le Rio Sena, peignant le ciel de tons dorés qui se reflétaient dans les fenêtres du balcon. Sur le balcon, les violettes qui avaient un jour été presque mortes fleurissaient désormais de manière exubérante, témoins silencieux que, avec soin et amour sincère, même les cœurs les plus blessés peuvent refleurir. La vie qu'ils avaient construite ensemble était la preuve vivante que la famille ne se définit pas seulement par le sang, mais par le choix, la dévotion et l'amour inconditionnel. Et ils s'étaient choisis pour toujours. 2 ans plus tard, lors d'une matinée ensoleillée de mars, la Fondation Renouveau célébrait son inauguration officielle. Le terrain à Montmartre s'était transformé en un complexe éducatif qui dépassait tous les rêves initiaux d'Antoine et Marianne.
Des enfants de différents âges couraient entre les jardins suspendus, participaient à des ateliers de lecture en plein air et exploraient le sentier éducatif que Camille avait imaginé. « Maman, papa Antoine, regardez !» cria Camille, maintenant âgée de 9 ans et officiellement Camille Moreau, courant vers ses parents qui observaient l'agitation de la cérémonie. « Le reporter de la télévision veut vous interviewer sur le projet de la bibliothèque. » Marianne, radieuse dans sa robe bleu clair, la même couleur que les violettes qui décoraient tout le complexe, arrangea ses cheveux et sourit à Antoine. Ils s'étaient mariés lors d'une cérémonie intime, 6 mois après les fiançailles, lors d'une célébration simple dans leur propre appartement, entourés seulement des amis les plus proches et des violettes qui avaient été témoins de la naissance de leur amour. « Nerveuse ?» demanda Antoine, marchant maintenant sans canne la plupart des jours. Sa récupération physique avait été remarquable, mais tout le monde savait que la véritable guérison avait été émotionnelle. « Un peu », admit Marianne. « Je n'aurais jamais imaginé que je donnerais des interviews sur mon propre projet éducatif. »« Notre projet », corrigea-t-il doucement, prenant sa main. « Rien de tout cela n'existerait sans ta vision et ta dévotion. » La Fondation Renouveau était devenue une référence en éducation socio-environnementale à Paris. Ce qui avait commencé comme un rêve sur des papiers jaunis accueillait maintenant plus de 500 enfants dans des programmes permanents, offrant de l'alphabétisation jusqu'à des cours techniques de jardinage et de menuiserie. La bibliothèque communautaire que Marianne coordonnait personnellement était devenue un lieu de rencontre pour des familles entières, avec des programmes de lecture s'étendant des grands-parents aux enfants. « Madame Marianne, Monsieur Antoine », appela Juliette, la coordinatrice générale, s'approchant avec un carnet rempli de notes. « Nous avons une file d'écoles qui veulent visiter le projet et 3 municipalités d'autres États ont demandé des conseils pour reproduire le modèle. »« C'est merveilleux », dit Marianne, s'habituant encore au succès que le projet avait atteint. « Avons-nous pu programmer les visites sans compromettre les programmes réguliers ? Oui, nous avons réussi. Et il y a plus. L'Université fédérale veut faire une étude académique sur notre méthodologie d'éducation intégrée. » Antoine observait Marianne coordonner les activités avec un mélange de fierté et d'admiration. La femme timide, qui un jour lisait cachée dans la salle de bain pour économiser de l'énergie, était maintenant reconnue comme l'une des principales innovatrices en éducation sociale du pays. Son master en gestion éducative, obtenu l'année précédente avec une bourse complète qu'il avait obtenue, avait simplement officialisé des connaissances qu'elle avait déjà démontrées dans la pratique. « Papa Antoine, » dit Camille, tirant sa main, « viens voir la surprise que nous avons préparée pour vous. » Camille avait grandi avec le projet, devenant une sorte d'ambassadrice enfantine de la Fondation. Son intelligence naturelle et son charisme faisaient d'elle un pont parfait entre le monde adulte des administrateurs et l'univers des enfants bénéficiaires. De plus, sa passion pour les plantes s'était développée au point qu'elle parlait sérieusement d'étudier la biologie ou l'ingénierie environnementale à l'avenir. Elle les conduisit jusqu'au centre du complexe, où une petite foule s'était rassemblée autour de quelque chose recouvert d'un tissu blanc. Des enfants de tous âges tenaient des pancartes colorées et certains parents participant au programme nocturne étaient également présents. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Marianne, intriguée. « C'est un hommage », expliqua Robert. Pas le neveu criminel, mais Robert Silva, un garçon de 8 ans qui avait été l'un des premiers élèves de la Fondation. « Pour vous remercier de tout ce que vous avez fait pour nous. » Avec une coordination impressionnante, les enfants tirèrent le tissu simultanément, révélant une sculpture en bronze représentant une famille, un homme, une femme et un enfant, prenant soin ensemble d'une grande violette. À la base, une plaque dorée portait l'inscription « Pour Antoine, Marianne et Camille, qui nous ont appris que l'amour et le soin font fleurir n'importe quoi. » Marianne sentit les larmes couler librement. Il y a 2 ans, j'avais vu des centaines d'enfants passer par la Fondation,
beaucoup arrivant timides et méfiants, sortant confiants et pleins de rêves. Savoir que mon histoire personnelle avait inspiré d'autres familles à croire en de nouveaux départs était plus gratifiant que toute reconnaissance officielle. « Il y a plus », annonça Camille, clairement fière de sa participation à la surprise. « Comptez sur nous ». Tous les enfants, dans un chœur répété, commencèrent à réciter le poème qu'Antoine avait écrit sur les violettes des années auparavant, celui que Camille avait découvert caché dans ses cahiers. « Violette de mon jardin, qui garde la pluie dans le cœur, enseigne-moi ton secret de vivre sans hâte, c'est sûr. Tu ne crains pas la sécheresse, ni le soleil qui brûle fort, car tu sais que l'eau gardée est espoir contre la mort. » Antoine ferma les yeux, écoutant ces mots de douleur et de solitude transformés en hymne d'espoir dans la voix de dizaines d'enfants qui avaient maintenant accès à des opportunités qui semblaient auparavant impossibles. Lorsque le chœur se termina, Camille s'approcha des parents avec un sourire radieux. « Papa Antoine, maman, vous saviez que certains de ces enfants n'avaient jamais vu une plante véritable avant de venir ici, et maintenant, ils s'occupent de jardins entiers chez eux. » « C'est vrai, » confirma Madame Cécile, mère de 3 des élèves. « Mes enfants ont transformé notre balcon en potager. Maintenant, nous vendons des légumes aux voisins et avons un revenu supplémentaire. » Histoire après histoire se succédèrent. Des familles qui avaient découvert des talents cachés chez leurs enfants, des enfants qui avaient développé un amour pour la lecture, des adolescents qui rêvaient maintenant de carrière dans des domaines qu'ils ne savaient même pas exister. Alors que le soleil commençait à se coucher sur le complexe, apportant des teintes dorées qui faisaient apparaître les violettes comme de petits soleils terrestres, Antoine rassembla sa famille dans l'une des zones les plus élevées du terrain, d'où l'on pouvait voir toute l'étendue du projet. « Vous savez, dit-il, embrassant Marianne et Camille, « il y a 3 ans, j'étais convaincu que ma vie était finie. Je pensais que je n'avais plus rien à offrir au monde. »« Et maintenant ?» demanda Camille, posant sa tête sur l'épaule de son père adoptif. « Maintenant, je sais que la vraie vie a commencé quand vous êtes entrés dans ma maison, » répondit-il. « Vous m'avez appris que la famille n'est pas une question de sang ou d'obligation. C'est une question de choix, de soin et du courage de fleurir ensemble. » Marianne regarda autour d'elle, voyant des enfants jouer dans les jardins qu'ils avaient aidé à planter, des familles entières participant à des activités éducatives, des adolescents prenant des responsabilités en tant que moniteurs des plus jeunes. Le projet avait beaucoup dépassé ses rêves initiaux, mais l'essence restait la même, créer des espaces où les gens pouvaient découvrir leur potentiel et fleurir. « Savez-vous quelle est la partie la plus incroyable ?» dit-elle. « C'est que tout cela a commencé avec une fille de 7 ans qui a refusé de laisser des plantes mourir. Et quel bonheur que je ne l'ai pas fait, » rit Camille. « Imaginez si j'avais été obéissante et que je serais restée tranquille dans la cuisine comme vous l'avez demandé. » Les 3 rirent, se remémorant ce premier samedi où une enfant curieuse avait planté la graine d'une transformation que personne n'aurait pu prévoir. Lorsque les étoiles commencèrent à apparaître dans le ciel de Paris, la famille Moreau descendit la colline en direction de la voiture, laissant derrière elle une autre journée de réalisation. Le lendemain matin, il y aurait de nouveaux défis, de nouveaux enfants arrivant, de nouveaux projets à planifier. Mais cette nuit était pour célébrer le miracle qui se produit lorsque des cœurs blessés décident de s'ouvrir à l'amour, lorsque des rêves abandonnés trouvent une nouvelle terre pour grandir, et lorsqu'une famille improbable mais véritable découvre qu'ensemble ils peuvent faire fleurir n'importe quoi. Sur le balcon de la terrasse de Montmartre, les violettes qui avaient été témoins du début de tout continuaient à fleurir, gardiennes silencieuses d'une histoire d'amour qui prouvait qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer.